Alors la lutte contre le harcèlement sexuel, effectivement, on l'a vu au niveau du hashtag Balance ton porc, ça a quand même révélé un phénomène qui est assez paradoxal dans le monde féministe, c'est que les réactions n'ont pas forcément été uniformes selon les mouvements et selon les associations. C'est-à-dire, on l'a vu sur le hashtag Balance ton porc, globalement il y a une condamnation des agissements de certains responsables politiques ou réalisateurs de cinéma en disant effectivement le hashtag Balance ton porc va peut-être inciter des femmes finalement à dénoncer ce qu'elles ont subi dans leur milieu professionnel. Mais il y a eu d'autres, je dirais pas d'autres courants, mais des voix dissonantes qui ont estimé que ça pouvait introduire une espèce de cabale globalement contre les hommes et contre ce qu'on estime être la masculinité ou la virilité de l'homme, en disant effectivement une espèce de néo-macartisme féministe qui désinciterait les hommes à aborder les femmes. Donc au-delà des polémiques que ça a pu avoir, ça prouve bien que finalement le mouvement féministe, comme n'importe quel mouvement idéologique ou politique, finalement il est pluriel. Alors là, on peut observer notamment en France deux types de féminisme, c'est-à-dire un féminisme classique, qu'on dit assimilationniste ou républicain, en disant finalement il y a des codes fondamentaux du féminisme qui est hérité peut-être des principes de la Révolution française ou du mouvement féministe post-1945 de Simone de Beauvoir, donc on va dire un féminisme blanc et occidentalisé, et un autre type de féminisme qu'on peut considérer comme post-colonial, issu peut-être des populations de l'immigration, et qui ont tendance à considérer que le féminisme blanc occidental, par son caractère trop assimilateur, pourrait occulter les spécificités culturelles de certaines femmes. On a vu par exemple des féministes comme Rokhaya Diallo ou l'association Les Indigènes de la République qui ont estimé que finalement le féminisme classique avait tendance à être une forme de néocolonialisme vis-à-vis des populations immigrées. Donc derrière la protection commune des femmes, lutte contre le harcèlement, les inégalités d'ordre salarial ou même la lutte classique contre le viol, on voit que là peut-être se dessine, comme d'ailleurs il existe aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons, deux types de féministes qui n'ont pas la même approche des choses. Il y a un tronc commun, mais il n'y a pas la même façon de réagir sur des thèmes généraux. Alors on l'a vu dans le cas du printemps arabe de 2011, il y a une multitude de révolutions qui ont enflammé à la fois le Maghreb, à la fois le Proche et le Moyen-Orient. Et paradoxalement, alors qu'on aurait pu penser qu'il y aurait une vraie évolution du droit de la femme, finalement on constate, peut-être paradoxalement, qu'on a un recul au niveau du droit des femmes. Donc, comme on l'a montré tout à l'heure en disant que le féminisme occidental était pluriel, les conséquences sociales des révolutions sont également finalement plurielles, ce qu'on appelle en sociologie un effet d'agrégation, c'est-à-dire une chose auquel on ne s'attendait pas. Et on voit par exemple l'exemple de la Tunisie. La Tunisie qui est considérée comme le régime qui, après la révolution de Jasmin, a le plus évolué vers la démocratie, a mené il y a quelque temps au pouvoir le parti Ennahda, qui finalement, dans ses propositions, a tendance à surfer sur une conception assez islamiste de la société qui peut peut-être aboutir à terme à une régression du droit des femmes. On l'a vu également en Égypte, avec l'élection de Mohamed Morsi suite à la chute de Moubarak en 2011, où clairement, là, on avait une constitution qui était adoptée, qui violait véritablement les droits de la femme, qui a été annulée par la reprise du pouvoir par l'armée du général Al-Sisi. Mais finalement, même historiquement, la révolution iranienne en 1979 a parfois été soutenue par des femmes qui défilaient à Téhéran en demandant l'application des principes de la révolution islamiste. Donc on peut avoir finalement ce que Marx appelait l'aliénation, c'est-à-dire des femmes qui soutiennent consciemment ou inconsciemment des mouvements régressifs vis-à-vis des femmes. On l'a vu en Algérie aussi, l'Algérie qui est devenue indépendante en 1962 et qui a adopté en 1986 finalement un nouveau code de la femme qui était assez régressif au niveau du droit des femmes et qui finalement n'a pas répondu aux espérances de 1962 des accords d'Évian. Donc on est quand même dans un cadre beaucoup plus large de ce que certains sociologues ou politologues ont appelé le retour du religieux, et on le voit par exemple en Europe de l'Est. Les gouvernements par exemple polonais, les gouvernements hongrois, certains même gouvernements des républiques baltes, dans une espèce de néo-traditionnalisme, sous une rhétorique anti-européenne
et avec un nationalisme assez exacerbé, ont tendance à revenir à une vision plutôt traditionnelle des rapports hommes-femmes, qui parfois a surfé, même dans les propositions de loi, peut-être on l'a vu par la Russie de Vladimir Poutine, à une forme plutôt traditionnelle des rapports hommes-femmes, d'où quand même le paradoxe de notre société actuelle et même de notre géopolitique, qui est capable d'enfanter des révolutions prometteuses, mais finalement, paradoxalement, aboutir à une régression du droit des femmes.